Alors, salut à tous. Aujourd'hui, je suis avec David de Business Bonheur. Alors, David, on s'est rencontrés il y a quelques semaines, hein. On ne se connaissait pas du tout avant. On suivait un peu sur les réseaux sociaux. Et on a eu une journée You Start. You Start, c'est quoi? C'est un rassemblement de jeunes entrepreneurs. On a eu la chance de venir les coacher, leur donner des conférences de la valeur. Et on a eu l'occasion de discuter, puisqu'on avait toute la journée. Et voilà. Et j'avais envie de partager avec vous cet échange qu'on va avoir là, ici, maintenant. Et j'espère que ça vous apportera le plus de valeur. Alors, avant de commencer, ma première question, David de Business Bonheur, est-ce que tu pourrais nous expliquer qui tu es, ce que tu fais, mais surtout, c'est ça qui nous intéresse, comment tu en es arrivé là? Ok, bah écoute, moi c'est David Valsi-Machinant, donc bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment super content d'être ici. J'adore créer et co-créer de la valeur, donc merci pour cette invitation. Donc concrètement, si je dois répondre à la question qui je suis, je vais parler de qui je suis professionnellement, hein, parce que c'est quand même, on s'adresse à des entrepreneurs. Sinon, sachez en tous les cas que j'adore la batterie, les percussions, j'adore les jeux vidéo, les jeux de société, et je suis un collectionneur de cartes à jouer et à collectionner, dont les cartes Pokémon. Et là, vous pouvez voir que je suis fan de Pokémon avec la Pokéball Génial. et Détective Pikachu qui se trouve juste là, qui est voilà, tiré du jeu de cartes Alors, avant à de jouer et continuer, collectionner. qu'as-tu pensé du film Détective Pikachu? Bah écoute, j'ai super bien aimé. Moi, Ah, ben, personnellement, ça m'a fait kiffer. Et voilà. En plus, à un moment donné, il chante la chanson, il commence à chanter. Je commence à chanter dans le cinéma, et là, t'as ma compagne qui fait Chut, tais-toi, tais-toi, parce qu'on te regarde. Bref, voilà. super, Mais c'est la non. petite parenthèse. Voilà. Moi aussi, j'aime mon cœur parce qu'elle est juste là, elle écoute sans écouter. Et elle savait que j'allais parler d'elle quand j'ai commencé à expliquer justement, parce que c'est une anecdote qu'on garde, qui est une private joke. Bref, donc voilà, vous savez un peu plus qui je suis. Professionnellement parlant, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accompagner les chefs d'entreprise en quête de changement, en questionnement ou même parfois en mal-être, à travailler ce que j'appelle l'équilibre vie privée-vie pro, ou plus simplement à développer un business bonheur. Et un business bonheur, c'est quoi? En fait, c'est un business dans lequel on s'épanouit au quotidien. Alors, ça ne veut pas dire que c'est facile tous les jours. Jamais je vous dirais ça. Par contre, il y a possibilité d'être heureux dans son quotidien d'entrepreneur en développant un business qui nous correspond. Et c'est vraiment là-dessus que je travaille aujourd'hui. Et donc, j'ai développé une méthode au début que j'ai appliquée pour moi-même et puis avec des clients qui s'appelle la méthode Business Bonheur. Et donc, en fait, c'est une méthode en 3 étapes pour passer d'un business épuisant ou peu valorisant à un business épanouissant au quotidien et qui apporte joie, bonheur, sérénité et revenus, évidemment, au quotidien. Et pour clôturer cette réponse, en fait, j'ai mis cette méthode sous forme d'un bouquin. Et ce bouquin s'appelle Mets du bonheur dans ton business. Et donc voilà, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez aller le voir. Voilà. On reviendra sur l'histoire de ce livre. Avant ça, j'ai une question par rapport à ce que tu viens de dire. Tu dis qu'il est important aujourd'hui d'avoir un équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Quels seraient tes conseils pour avoir justement ce bon équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée? Eh bien, la première chose, c'est apprendre à se connaître. D'ailleurs, le leitmotiv de l'Académie Business Bonheur, c'est mieux se connaître pour mieux entreprendre. Et donc, je dirais la première chose à faire, c'est de faire le bilan. Et c'est d'ailleurs la première étape de la méthode, c'est savoir où est-ce qu'on en est aujourd'hui et où est-ce qu'on veut aller. C'est la vision, c'est cette première étape. Et donc, pour savoir créer son équilibre vie privée vie pro, il faut d'abord prendre du recul. Ça, c'est vraiment la première chose à faire. Parce que sans ça, il y a un moment, on ne sait pas ce qui ne va pas dans nos vies. On sent qu'il y a un mal-être, on sent qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas, mais si ça tombe, c'est dans la vie privée. Si ça tombe, c'est dans la vie professionnelle. Si ça tombe, c'est au niveau de la santé. Donc, il faut prendre le temps de prendre du recul. Donc ça, c'est vraiment ce que je conseillerais On comme, sait le faire tout seul, ça? Prendre du recul, on sait le faire par soi-même? alors, on peut le faire. Maintenant, c'est quand même mieux de se faire accompagner. Pourquoi? Mais tout simplement parce que c'est difficile de prendre du recul sur soi-même. Quand on est accompagné par quelqu'un, il faut idéalement que cette personne ait un certain recul. C'est très compliqué, par exemple, pour moi, d'accompagner des proches parce que je suis trop impliqué dans leur vie. D'ailleurs, dans une posture de coach, ben, il est déconseillé de coacher des gens qui sont trop proches parce que c'est difficile de garder cette posture. Et donc,
pour répondre à ta question, on peut commencer à faire le travail. Par exemple, dans le livre, c'est vraiment une introspection guidée, donc on peut répondre à des questions. On est invité à répondre à des questions en tous les cas. Il y a des espaces pour prendre des réponses, mais c'est clair que cette introspection, on peut la débuter seul, mais je pense que pour vraiment aller plus loin, débloquer des choses aussi, parfois des croyances, des problèmes, et il faut se faire accompagner. C'est comme un couple, par exemple. Un couple qui fonctionne pas bien, ben, il peut essayer de régler les problèmes tout seul d'abord, et si ça ne va pas, ben, il y a un moment donné où il faut peut-être aller voir un thérapeute de couple ou de voir quelqu'un d'extérieur qui va justement avoir ce recul assez suffisant que pour pouvoir dire, OK, monsieur, là, vous vous remettriez pas en question. Madame, vous vous remettriez pas en question aussi sur certains points. Et puis là, il y a moyen, effectivement, du coup, d'y travailler, quoi. Tout à fait. Donc, premier point, c'est savoir se connaître. Quelle est la Ouais. deuxième étape pour justement savoir avoir l'équilibre? Alors, deuxième étape, c'est réaliser son plan d'action. C'est-à-dire, OK, j'ai repéré qu'il y a un problème quelque part. Quelles sont les actions que je veux mettre en place pour y arriver, pour régler ce problème-là? Donc, première étape, c'est où est-ce que je suis, où est-ce que je veux aller? C'est ce que moi j'appelle le voyage ABCZ. Et concrètement, je sais où je veux aller, je sais qu'il y a un problème. Concrètement, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? Donc, c'est vraiment la mise en place du plan d'action. Et cette deuxième étape s'appelle la planification, tout Ok. simplement. Il y a une troisième étape? Yes, la troisième étape, c'est le passage à l'action, car sans action, pas de résultat. Ça paraît con, mais tu as beau fantasmer ton projet, si tu ne le passes pas à l'action, ça se réalisera jamais. C'est un peu comme se dire, OK, moi, je vais prendre la citation, enfin le slogan du loto, tu vois, c'est 100% des gagnants ont tenté leur chance. Ça sous-entend qu'en fait, oui, OK, tous ceux qui gagnent sont passés à l'action. C'est réel, mais en même temps, ça ne veut pas dire que si tu passes pas à l'action, tu peux pas gagner au loto. Enfin, ça veut dire que si tu passes pas à l'action, tu gagnes pas au loto. Tu n'achètes pas ton billet de loto, tu gagnes pas. C'est logique. C'est la même chose. Si tu passes pas à l'action, tu as beau avoir planifié le meilleur plan stratégique du monde, tu n'auras aucun résultat. Aucun. Et ça, c'est un point qui m'intéresse parce que je pense que beaucoup sont dans le cas, c'est la procrastination par rapport à ça. Et en fait, j'ai remarqué, parce que je suis passé par là aussi à l'époque, c'est que quand je commençais à suivre et me former sur des thématiques, en fait, je commençais à devenir addict à ces formations. Et en fait, je voulais toujours une formation en plus, une formation en plus, et je remettais toujours à plus loin le passage à l'action. Est-ce que tu auras un conseil concret pour les gens qui ici aujourd'hui nous regardent et qui se disent, je rêve de ça, j'ai envie d'aller vers ça, ou j'ai tout ce qu'il faut, mais je ne passe pas à l'action. Il y a un problème, j'ai l'impression soit que c'est pas assez parfait, soit je n'y arriverai pas. Il y en a même des fois qui, je pense, ont peur de la réussite et de se dire, Hmm. si je réussis, qu'est-ce que ça entraînerait derrière? Est-ce que tu auras un conseil par rapport à ça? Yes, écoute, en fait, c'est simple. Il y a trois points dans lesquels, enfin, qu'on pourrait aborder en lien avec ce que tu viens de dire. Premier point, c'est la peur. Deuxième point, c'est le perfectionnisme. Et troisième point, c'est de ne pas avoir une motivation suffisante. Alors, premièrement, par rapport donc j'avais dit le perfectionnisme au deuxième. Le premier point, c'était La j'ai peur. tout mélangé. La peur, voilà. Donc, par rapport à la peur, j'ai une question radicale qui permet d'avancer. C'est se poser la question, quelle est la pire chose qui peut m'arriver si je passe à l'action? Quelle est la pire chose qui peut m'arriver? Et généralement, en fait, on se rend compte que la pire chose qui peut nous arriver, c'est pas si grave que ça. En fait, la peur, il faut comprendre d'où elle vient. Euh, alors, je ne vais pas rentrer dans les neurosciences, etc. Je ne veux pas faire ça complexe, mais en gros, on a trois grands types de cerveau. Et on a un cerveau qui s'appelle le cerveau reptilien, qui est plus à l'arrière. Et en fait, le cerveau reptilien, c'est le cerveau de l'homme préhistorique. Imaginez, vous êtes à l'époque préhistorique. À votre avis, quelle est la chose qui était le plus important? C'était et je te laisse répondre si tu veux, Manger. manger pour survivre, Ah oui. tout simplement. Et donc, qu'est-ce qui se passe à un moment donné si on se retrouve face à un danger? À l'époque, on n'avait pas le choix. Il fallait soit courir, soit à un moment donné combattre, ou soit on était paralysé. Et en fait, ça, c'est les trois grands impacts que
En tout cas, c'est les trois choses qui peuvent arriver quand une peur arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, une peur, c'est pas rationnel. Parfois, les peurs sont, enfin, c'est même pas parfois, c'est les peurs sont irrationnelles et elles sont gérées par ce cerveau reptilien qui sait faire que ces trois choses-là. Le cerveau reptilien, il sait, à un moment donné, face à une peur, il sait juste nous paralyser, nous faire combattre ou nous faire fuir. C'est la seule chose qu'il peut faire, en tous les cas, quand il rencontre un danger. Et le problème, c'est que quand le cerveau a évolué, donc il y a une deuxième couche, puis il y a une troisième couche qui aujourd'hui nous permet de prendre des décisions rationnelles. Et en fait, cette troisième couche, euh, elle est déconnectée, même la deuxième, elle est déconnectée à partir du moment où on est face à un danger. C'est le cerveau reptilien qui reprend le dessus. On ne sait pas y contrer. Tout ça pour dire, et puis je clôture sur cette partie-là de la peur, parce que je pourrais en parler des heures aussi, mais concrètement, en se posant la question, quelle est la chose qui peut m'arriver de pire si je fais ça, si je fais cette action, ben on se rend compte, en fait, on revient au rationnel et on reprend le dessus sur le reptilien. Et ça permet, en fait, de relativiser que ce qui peut m'arriver de pire, ben imaginons, voilà, je suis dans un networking, puisque je sais que tu aimes bien networker, je suis dans un networking, qu'est-ce qui peut m'arriver de pire si je vais voir telle personne, si je vais à la rencontre? La pire chose qui peut m'arriver, c'est qu'on me dise non, j'ai pas envie de parler avec toi, ou casse-toi, t'es qui toi pour me parler. Ça arrive rarement en networking. Je Hein. veux dire, c'est Enfin, une probabilité de 0,001%. on est exactement. Donc ça, c'est la pire chose qui peut nous arriver. Mais au final, est-ce qu'on meurt? Bah non, on se prend un peu un coup sur l'ego et puis c'est tout, on peut passer à autre chose. Et puis c'est que la personne, sincèrement, si ça vous arrive en networking, ce que je vous souhaite pas et ce qui est peu probable, ben, parlez même pas avec cette personne-là, elle vaut même pas la peine. Bref. Donc ça, c'était par rapport à la peur. Je sais pas Oui, si oui, c'est OK je pour te toi. rejoins totalement. Ouais. Top. Deuxième chose, le perfectionnisme. Alors là, tout à l'heure, on a fait une autre interview dans l'autre sens. Tu parlais de fait est mieux que parfait. Mais c'est une citation que j'ai imprimée et que j'ai dans un marque-page pour me le rappeler tous les jours. Parce qu'en fait, sans action, pas de résultat. Je l'ai dit là tout à l'heure, je le répète très très souvent, mais c'est une réalité. Et donc, il vaut mieux faire quelque chose d'imparfait parce que ça apporte à un moment donné des résultats. Et ces résultats, aussi imparfaits soient-ils, pardon, eh bien, c'est pas grave. Il vaut mieux ce résultat-là que de fantasmer un projet et au final ne pas avoir de résultat. Moi, je préfère avoir 50% de quelque chose que 100% de rien du tout. Et c'est ça, en fait, en tout cas, c'est ça qui m'aide aujourd'hui à dépasser ce perfectionnisme. Et une deuxième Et chose par rapport à ça aussi, ce qu'il y a, c'est que le perfectionnisme, des fois, n'est pas bien vu. Puisqu'en fait, comme c'est trop parfait, c'est comme les publicitaires aujourd'hui, quand c'est trop parfait, on n'y croit pas. Mais le fait de commencer par quelque chose qui est un peu brouillon nous permet aussi d'avoir une marge de manœuvre, une marge d'évolution qui fait que les gens vont suivre aussi votre évolution en disant, il commence de manière totalement modeste et bam, 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 il améliore. Yes. Et pour revenir à aussi ce sujet de perfectionnisme, enfin, pas pour revenir, j'ai été distrait. J'ai demandé à ma compagne de me donner un livre, en fait, qui est juste là. Hop. Attends, ça va, je vais le faire. Je vais le faire, ça va. Je veux montrer un livre parce que c'est vraiment un beau livre T'en par prie, rapport à vas-y, va ça. le chercher, vas-y. Hop. Voilà. En fait, c'est tellement un bon livre qu'il est affiché, mais c'est juste qu'il était trop haut dans le décor ici. En fait, ça s'appelle Parfaite imperfection de Eric Kessels. Et en fait, c'est le titre et le sous-titre, ils parlent d'eux-mêmes. C'est Parfaite imperfection, comment transformer ses erreurs en idées géniales pour se planter en beauté. Ça, c'est un bouquin, c'est très simple à lire. Hein, c'est des trucs genre, tu vois, c'est comme ça. Donc, nous sommes tous des ratés, au moins les meilleurs d'entre nous le sont. Tu vois, c'est Génial. génial, quoi. Et donc, ça te permet de relativiser l'échec, en fait. Enfin, pas l'échec, Imperfection. la perfection, ouais. Et d'ailleurs, la perfection, c'est quelque chose de relatif. Parce que imagine, je fais souvent le parallèle avec l'art, en fait. Un tableau peut être parfait aux yeux de l'artiste qui l'a créé et être merdique aux yeux d'un critique ou aux yeux de quelqu'un qui va voir ce tableau. Mais c'est la même chose. Imaginez en fait que ces slides que vous devez produire, cette formation, cette vidéo que vous allez faire, mais imaginez que vous êtes l'artiste.
vous avez beau trouver votre formation parfaite, il y a toujours quelqu'un qui va trouver quelque chose à redire parce que lui, il a une vision différente. On a chacun sa carte du monde, hein, pour les Et coachs qui surtout, oui, nous écoutent. c'est totalement subjectif, la perfection, comme tu dis. Peut-être que le pull que tu as là, moi, je vais le trouver super beau. Et tu vas dire, bah, j'ai pris le premier qui venait, j'en sais rien. Alors, en fait, et le fait, c'est que nous-mêmes, on n'est jamais content, donc on ne passera de toute façon jamais à l'action. Parce que si on veut la perfection, on réessayera, réessayera, réessayera. Donc, je te rejoins à 100% Exact. dans ça. Et pour partager une anecdote par rapport à ça, il m'est arrivé de passer des heures à perfectionner un slide, enfin une présentation. Et en fait, la première chose qu'on m'a fait remarquer, c'est un truc que j'avais passé des heures, je caricature peut-être, mais des minutes à essayer de mettre au bon endroit, tu vois, genre la virgule que personne ne voit. Enfin bref, c'est une thématique aussi de On pourra en laquelle on parler pourrait des parler heures, hein, de des ça. heures. Exact. Et alors, troisième chose, donc on a vu qu'il y avait la peur, il y a la perfection, et troisième chose, c'est la motivation. Et la motivation, pour résumer, parce que ça aussi c'est quelque chose qui me passionne, je suis passionné par les neurosciences, etc. Dans le livre, et le livre est basé là-dessus d'ailleurs, la méthode est basée sur la théorie de l'autodétermination, qui a été développée par deux psychologues à la base, Ryan et Deci, et qui aujourd'hui est une théorie qui est éprouvée par des centaines de scientifiques tous les ans. D'ailleurs, il y a un colloque annuel. Tous les ans, il y a un colloque dans lequel des centaines de scientifiques se retrouvent. Donc, au départ, c'était plus de la psychologie et aujourd'hui, c'est prouvé scientifiquement que ça a un impact. Et pour vous résumer, parce que ça peut être très, très complexe, et ceux qui veulent aller plus loin, ben, je t'enverrai le lien vers une fiche téléchargeable et imprimable. Comme ça, ceux qui veulent en savoir plus pourront en savoir plus. Mais en gros, il faut se dire qu'il y a deux extrêmes dans la motivation humaine. Premier extrême, c'est la motivation extrinsèque. Je vais expliquer dans quelques secondes. Deuxième extrême, c'est la motivation intrinsèque. Entre les deux, il y a deux autres types de motivation dont on ne va pas parler ici, sinon ça va être trop complexe. Mais en gros, imaginez sur une échelle de 1 à 10, 1, c'est la motivation extrinsèque. C'est-à-dire, je fais quelque chose pour obtenir quelque chose en échange, en retour. De l'autre côté, échelle de 10, c'est la motivation intrinsèque. Je fais quelque chose parce que ça m'anime, parce que ça fait sens pour moi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que la motivation extrinsèque, ça va par exemple être quelqu'un qui va travailler en échange d'un salaire. Et en fait, il se lève chaque matin pour obtenir son salaire. De l'autre côté, on va avoir quelqu'un, donc motivation intrinsèque, quelqu'un qui va se lever parce qu'il a une mission et il se lève chaque matin pour remplir cette mission. Exemple concret, un éboueur qui se lève chaque matin pour avoir son salaire. Ben, imaginez avec quel pied de plomb il se lève tous les matins. Par contre, de l'autre côté, motivation intrinsèque, vous avez un éboueur qui se lève chaque matin pour rendre sa ville plus propre et la vie des citoyens plus agréable. Ça change tout. Parce qu'il se lève le matin pour rendre sa ville plus propre et la vie des citoyens plus agréable. Il a une Alors, raison, quoi. il a une bonne raison de le faire. Et exactement. Et c'est ce qui permet à un moment donné de garder la motivation à long terme. Et c'est cette approche, en tout cas, une fois que tu as compris la différence entre motivation extrinsèque et motivation intrinsèque, ben pour moi, c'est beaucoup plus facile de trouver, en tout cas, d'avoir une bonne raison de trouver du sens à ce qu'on fait, de trouver son business bonheur, de trouver son job idéal, de trouver sa compagne idéale, de trouver dans tous les domaines de sa vie. Et juste parce que c'est important de le notifier, en fait, on peut avoir les deux. On peut avoir une motivation intrinsèque et une motivation extrinsèque. Ça veut dire que le gars, l'éboueur qui se lève chaque matin pour rendre sa ville plus propre et la vie des citoyens plus agréable, il va aussi le faire pour avoir son salaire à la fin du mois. Il va pas le faire juste par, euh, par, par, euh, Il le fera pas par bénévolement, altruisme, quoi. quoi. Il le fera pas bénévolement, Voilà, hein, donc, exactement. Bien qu'il y en a peut-être qui le feraient, mais bon, voilà, c'est une caricature. Et d'ailleurs, je fais coucou à mon cousin parce que c'est un de mes cousins, en fait, proche, qui, lui, ben, justement, travaille à Bruxelles Propreté. Et c'est lui, un jour, qui m'a retourné, mais il m'a foutu une claque au sens figuré parce que quand il m'a dit ça, je lui ai demandé, ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Et il m'a expliqué son métier d'éboueur, mais comme ça, comme je viens de te le dire. Et je te jure que ça m'a remis à ma place parce que je me dis, mais en fait, c'est clairement ça. C'est clairement
ce qu'il faudrait idéalement, et c'est ma mission avec l'Académie Business Bonheur, c'est d'amener que chaque entrepreneur puisse trouver en fait le business qui lui correspond et qui touche à sa motivation intrinsèque. Voilà. Et là, c'est bien parce que tu me fais la transition toute seule vers ce livre que tu as écrit. Donc, le livre dont tu vas nous parler. Est-ce que tu peux nous Ouais. expliquer, avant de rentrer dans le vif du sujet du livre, d'où est venue l'idée? Alors, tout simplement, ça part d'une expérience personnelle et d'un besoin personnel. Alors, pour resituer sur la ligne du temps, j'ai lancé ma première activité en 2008. C'était une activité de création de site internet. Et en 2014, j'ai vécu une perte de sens. Donc, je commençais à m'ennuyer, à plus aimer à faire ce que je faisais, etc., etc. Et là, j'ai décidé de me faire accompagner. On parlait de l'importance des environnements gagnants là tout à l'heure, mais clairement, j'ai décidé de me faire accompagner par un organisme d'aide à la création d'entreprises. Et on m'a demandé de remplir un business model Canva. Alors, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est, rapidement, c'est une feuille avec 9 cases sur lesquelles on pose en fait la manière dont fonctionne le business. Donc il y a le type de client, ce qu'on va proposer comme produit-service, donc la proposition de valeur, etc., etc. Bref. Et en fait, en remplissant ce Canva, je me dis, mais il y a un truc qui cloche. Je comprends pas, on parle pas de moi dans cet outil-là, on s'en fout en fait de ce que je fais, de ce que je veux faire, être et avoir. Et en fait, la réflexion a démarré de là. C'est normal que cet outil parle de business et parle de la viabilité business, puisque c'est un outil qui a pour vocation de mettre à plat la manière dont fonctionne et tourne un business. Mais c'est dommage à un moment donné de développer un business qui ne nous correspond pas. Parce qu'un business peut être viable, mais ça ne veut pas dire qu'il te correspond pour autant. Exemple concret, imagine, je suis parent. C'est important pour moi d'aller chercher mes enfants à la sortie de l'école. Mais si j'ouvre un business, on va dire, traditionnel, sans réfléchir euh, à inclure cette notion de je veux être libre entre 3h30 et 17h pour pouvoir m'occuper de mes enfants et aller chercher la sortie d'école, mais il est clair et net qu'à un moment donné ou à un autre, on va ressentir une frustration. Et donc, c'est important en fait de mettre à plat la manière dont on a envie que son business tourne. Et j'ai développé à l'époque ce que j'appelle, et ce qui s'appelle toujours d'ailleurs, l'Emotional Model Canva, qui est donc un canevas, une feuille sur laquelle il y a 9 cases aussi, avec 2 cases qui sont doublées, mais bon, bref. Donc, c'est le client et l'anti-client et le partenaire et l'anti-partenaire. Donc, ça fait 11 cases au total. Et cet outil-là n'a pas pour vocation de remplacer le business model Canva, mais bien de le compléter et de se dire, OK, si c'est important pour moi de voyager, ben, si dans mon business model, je développe un business model avec un commerce physique, il y a un moment donné où c'est peut-être pas compatible. Si j'ai envie d'être libre géographiquement, ben, va pas lancer un business qui t'oblige de rester sur place, quoi. Enfin, je sais pas si ça te parle, mais Oui, tout à fait. Mais en fait, tu rajoutes une notion qui est en fait l'humain, qui on est, ce qu'on veut faire, à un Canva qui existait déjà, mais qui ne pense que business. Et effectivement, je pense que on parlait tout à l'heure, avant cette interview, d'entrepreneur optimiste. Je pense que l'entrepreneur optimiste aussi n'a pas de, je vais dire, n'a pas de contraintes. Pourquoi? Parce qu'il a réfléchi son business par rapport à sa vie et pas l'inverse. Et donc ça, c'est vraiment très important. Et donc, effectivement, cet emotional model Canva, je pense que c'est un outil vraiment, vraiment très puissant à rajouter avec un business model. Et je pense que comment dire, les structures d'accompagnement dont tu as fait partie devraient avoir ça aussi parce que c'est ce qui va éviter aussi des faillites, des burn-out et des entrepreneurs pessimistes. c'est ça. Et donc, en fait, cet outil-là a été développé donc en 2014, entre 2014 et aujourd'hui, entre guillemets. Et donc, stratégiquement parlant, j'ai choisi le nom Emotional Model Canva parce qu'en fait, je voulais rentrer dans les organismes d'accompagnement. Et je me suis dit, la majorité des incubateurs, des organismes d'accompagnement connaissent le business model Canva, donc je vais faire un Canva aussi pour pouvoir rentrer. Bref, ça, c'est l'aspect un peu plus stratégique. Et donc, en fait, de là, est parti. Donc, c'était pour moi au départ. Hein, j'avais fait ce Canva pour moi. Et un jour, il y a une des autres personnes qui était accompagnée qui me dit, mais en fait, c'est génial ton truc, faudrait que tu fasses une formation. Je dis, ouais, ok, pourquoi pas. Je fais des formations en WordPress, donc pourquoi pas en faire en Emotional Model Canva. Et en fait, de là a démarré vraiment cet engouement pour cet outil
qui aujourd'hui d'ailleurs est téléchargeable gratuitement. Donc je te donnerai le lien, c'est emotionalmodelcanva.com. Vous pouvez le télécharger, l'imprimer, l'utiliser pour vous et pour les personnes que vous accompagnez. Et en fait, de là, est né ce métier d'accompagnant, en fait. Et donc, en fait, c'est en développant cet outil-là que je me suis en fait trouvé cette vocation à accompagner d'autres personnes à réfléchir sur qui je suis, qu'est-ce que j'ai envie de faire, être et avoir. Je mets le point sur faire, être et avoir. Donc, c'est pas juste des actions, c'est pas juste avoir une belle maison ou ceci ou cela, c'est faire, être et avoir. Et donc, c'est de là qu'est démarré cette aventure. Et aujourd'hui, de fil en aiguille, donc en 2017, j'ai commencé à modéliser une méthode autour de cet outil et de cette réflexion. Et en 2019, fin septembre, début octobre 2019, est sorti le livre Mets du bonheur dans ton business, qui vraiment là met à disposition la méthode sous forme d'une introspection guidée en 3 étapes. Et c'est les 3 étapes dont je vous ai parlé en début de vidéo, en fait. Et donc, c'est comme ça qu'est venue l'idée du livre alors, et que Yes, tu as ressenti ce exact. besoin. Voilà, je mettrai aussi Top. un lien dans la description. Et ce livre qui est vraiment le guide pour en fait avoir un Ouais. business. Comment tu l'appelles, un business bonheur? C'est ça le Un terme? business bonheur, ouais, c'est ça, c'est vraiment ça. Et en fait, c'est vraiment, quand je dis que c'est une introspection guidée, il y a vraiment des passages où vous êtes invité à répondre à des questions. Donc, par exemple, là, voilà, ici, tu vois, il y a un espace pour remplir. Et alors, il y a ces petites astuces. En fait, ici, c'est juste l'espace nécessaire pour les petits post-it, tu vois. Et donc, tu peux aussi commenter ton aventure tout au long du bouquin. D'ailleurs, je propose de savourer l'expérience, c'est-à-dire de ne pas prendre le livre et de juste le lire, c'est vraiment de pratiquer C'est vraiment un le guide. contenu. C'est vraiment un Ouais, guide. c'est ça. Et c'est comme si j'étais avec vous, je vous prenais par la main et je vous amenais dans la réflexion. Et alors aussi, je propose de faire l'aventure en duo ou à plusieurs, donc avec le même bouquin ou en achetant un exemplaire chacun comme vous voulez. Mais vraiment, c'est de se dire, comme tu disais tout à l'heure, se créer des environnements gagnants, c'est extrêmement important. Et donc le faire tout seul, c'est bien, mais pouvoir échanger sur justement avec quelqu'un d'autre la réflexion qu'on a eue, ça permet d'avancer. Et alors, je voulais vraiment aussi que ce soit un livre qui apporte aussi des témoignages d'autres personnes. Et donc, il y a 26 témoignages d'entrepreneurs, de travailleurs, de salariés qui partagent comment eux vivent le bonheur au travail. Et en fait, je voulais pas juste partager ma théorie, je voulais aussi que d'autres puissent intervenir dedans et pouvoir nuancer mon propos. Parce que, et puis je clôturerai là-dessus, euh, je, j'ai déjà lu des dizaines de bouquins et quand il y a un bouquin où en fait j'ai l'impression que le gars euh, c'est euh, c'est le mentor, c'est lui qu'on doit suivre, c'est lui qui a la vérité. Moi personnellement, alors je lis parce qu'il y a parfois des choses intéressantes, mais j'avais pas envie en tout cas d'être le gars qui dit ok moi je connais tout, lisez c'est ma méthode la meilleure et c'est pas celle d'un autre. J'avais pas envie d'être positionné comme ça ne me ressemble pas et donc j'ai demandé à à d'autres personnes d'interagir dedans. Et je trouve que justement, cette touche où d'autres viennent nuancer mon propos, pour moi, c'est ça qui fait toute la valeur du bouquin. Et je J'achèterais pense le même bouquin plus, rien que. ouais, tout à Pardon, fait, je vas-y. pense même plus que le fait d'avoir ces témoignages rendre ça concret, parce qu'effectivement, toi, quand tu l'écris, bah, tu le fais par rapport à ton domaine aussi, même si tu essayes d'être le plus large pour que les gens puissent t'agréer. Mais le fait de dire, bah voilà, ici, il y avait Jean-Paul qui était plombier, voilà, bah, moi qui suis plombier, qui lis ça, va plus vite, comment dire, j'ai perdu le terme, mais va plus vite accrocher, va m'assimiler à Ouais, cette ouais. personne. Et donc ça, c'est très important. Et je pense que, comme on disait, on en a déjà parlé, le partage de savoir a une valeur C'est incroyable parce extrêmement qu'on important, ouais. voit de manière concrète comment la personne a fait. Ouais, Donc tout à fait. j'ai une dernière question pour toi avant de Ouais. clôturer cette interview. Je voulais Oui, juste dis-moi. te dire aussi, enfin dire aussi au lecteur qu'il y a une partie en fait qui a été réalisée par Denis Dorbolo. Oui, En fait, je voulais que ce soit très très visuel. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais des 5 principes. Donc, les 5 principes ici sont visuellement représentés. Et en fait, c'est ça qui est aussi. Enfin, je voulais que ce soit aussi un livre très pratico-pratique avec des résumés visuels. Donc, enfin voilà.
j'y ai mis tout mon cœur, toute mon énergie. J'ai aussi investi de l'argent et c'est avec grand plaisir aujourd'hui que je peux le présenter. Et c'est une fierté. C'est pas le premier que j'écris, mais c'est vraiment le premier dont je suis le plus fier. Et donc voilà. Merci en tous les cas à toi de me laisser partager ça Mais avec ta écoute, avec communauté. grand plaisir. Et bonjour à Denis aussi. J'ai eu la chance de suivre une de ses formations sur le design thinking. Donc vraiment, je pense que c'est ça le terme, hein, c'est Facilitation graphique et design thinking, oui, c'est ça. voilà. Où en fait, c'est apprendre à faire des dessins. Moi qui étais nul, j'ai fait une journée avec lui. C'était incroyable. Donc bonjour à Ouais, Denis. ouais. Tu me vois. Il fait un beau travail, c'est Ouais, pictobello.com. franchement, c'est incroyable. Et il a une façon de l'expliquer aussi, je trouve très. Ben, voilà, il est top. Si vous ne connaissez pas, je mettrai aussi son lien en dessous. Et dernière question alors, quel est toi, ton business mode bonheur? À quoi est-ce que ça ressemble ton business mode bonheur, pardon, je vais y arriver. Eh bien, écoute, mon business bonheur, c'est simple. C'est un business qui me permet de transmettre. Ça, c'est le premier point, c'est extrêmement important. C'est aussi un business qui me permet de m'adapter et d'adapter mon agenda aux horaires de ma compagne, parce que ma compagne est salariée. Et donc, je m'efforce d'arrêter de travailler quand elle a terminé. Donc, en fait, c'est paradoxal parce que en tant qu'entrepreneur, on pourrait se dire que c'est pas ça la vie d'entrepreneur. En fait, pour moi, c'est ça. Et l'idéal, c'est de faire 10-18 heures, tout simplement. 10-18h30 pour être exact. Mais bon, j'ai une demi-heure où je range et je prends du temps, etc. Et en fait, en plus, moi, ça m'aide parce que du coup, ça me permet d'avoir un rythme de vie, tu vois, et d'avoir une coupure entre vie privée et vie professionnelle facilitée. Parce que comme quand on rentre avec ma compagne, on va faire les courses, on fait à manger, et donc je suis vraiment déconnecté du boulot et ça fait un bien fou. Parce que ça, je sais pas si toi tu l'as vécu ou d'autres personnes dans la communauté l'ont vécu, mais c'est parfois très très compliqué d'avoir une frontière entre vie d'entrepreneur et vie privée. On a des soucis qui arrivent à la maison, on a ceci, on a cela. Mais sincèrement, s'il y avait un conseil que je vous partagerais aujourd'hui, c'est mettez vraiment un cadre dans votre activité. Votre client vous appelle à 18h30 et une, c'est trop tard, il attendra le lendemain matin. Parce que si vous ne faites pas ça, en fait, vous allez prendre un premier appel, puis lui va se dire, en fait, je peux l'appeler quand je veux, et donc il va vous appeler après à 22h, puis à 23h, et puis ceci, puis ça. Enfin, ça part vite en cacahuète. Donc, juste pour dire ça. Un business bonheur, c'est ce qui me permet de faire, entre guillemets, ce que j'ai envie quand j'ai envie. Donc, c'est cette notion de liberté. Parce qu'en fin de compte, pour moi, c'est ça le plus important. C'est les deux ressources qu'on en a le plus précieux, c'est la santé et le temps. Et donc, être obligé de développer son activité, de faire des choses qu'on n'a pas envie de faire quand on n'a pas envie de les faire, il y a un moment donné euh, où pour moi, c'est pas ça un business bonheur. Après, c'est propre à chacun, hein. Ça, je souhaite à le dire Tout à fait, aussi. je pense que c'est très personnel comme définition. Et moi, je te rejoins. Moi, ma définition du business bonheur, c'est un business où en fait, il n'y a pas de contraintes. Alors, attention, il y a toujours des contraintes un peu, mais c'est des contraintes que moi, je choisis. Je ne dois jamais dépendre de qui que ce soit. Ce serait me dire, tiens, aujourd'hui, il fait plein soleil, j'ai envie de mettre mes rendez-vous en pause et pouvoir partir. Ben, ce sera un business qui me le permettrait, effectivement. Donc, mais je pense qu'effectivement, chacun a un peu sa définition, même si tu Ouais, remarques derrière qu'un business bonheur égale un business de liberté. Je pense que ouais, le c'est terme ça. principal, c'est liberté. Le plus important, c'est de garder une rigueur et d'être suffisamment, j'ai pas le mot, euh, d'avoir une rigueur, de se dire, ok, si je glande aujourd'hui, il faudra que je rattrape Discipline. le boulot à un moment donné Le ou à un terme autre. discipline, discipline, Comment? Ouais, c'était le mot discipline, c'est discipline. le mot que je cherchais, ouais, tout à fait. C'est ça. Et donc avoir une discipline quand même assez importante. En tout cas, voilà, adopter on pourrait dire un lifestyle en fin de compte. C'est adopter son propre lifestyle. Et pour savoir quel est son propre lifestyle, là, je vous ramène au début de la vidéo où en fait on parlait de savoir ce qu'on veut faire, être et avoir, tout Tout à fait. simplement. Voilà, voilà. Eh ben, écoute, c'est super. Grand merci pour, Merci. pour cet échange. En tout cas, c'était très enrichissant. Est-ce qu'il y a une dernière chose que tu veux dire avant que l'on termine cette interview? Quelque chose que tu as peut-être oublié de dire ou quelque chose que tu veux rajouter pour apporter un plus de valeur à cette vidéo? Écoute, oui, bon, déjà, merci de m'avoir invité. C'est super. Enfin, moi, j'adore ce type d'échange. Euh,
il y a une chose que j'aurais envie de dire et puis un partage que je voudrais faire en plus par rapport à un bouquin qui a changé ma vie. Euh, c'est la première chose, c'est on a chacun et chacune un grand potentiel. Le tout, c'est d'un moment donné s'autoriser à, à voir grand et alors évidemment mettre les actions en place pour atteindre cette vision. Et là, je rejoins ce que tu as dit tout à l'heure dans l'interview que j'ai faite de toi. Euh, c'est c'était que les actions sont en lien avec les ambitions. C'est vraiment ça, c'est de se dire à un moment donné, ok, peut-être que moi j'ai envie d'atteindre cette ambition-là, mais si je passe pas à l'action, je l'atteindrai jamais. Sans action, pas de résultat. Je sais que parfois j'ai l'impression que je fais saigner les oreilles des gens en répétant 50 fois cette phrase, mais c'est une réalité. Vous avez beau avoir la meilleure ambition du monde, vous passez pas à l'action, vous n'y arriverez pas, vous n'atteindrez pas cette Comme les idées, hein, destination. on dit toujours mon idée, elle vaut cher. Non, une idée, ça ne vaut rien. C'est l'application que tu vas mettre derrière cette idée qui va Ouais, valoir ouais. la valeur. Donc effectivement, je te rejoins tout à fait là-dessus. C'est ça. Ben, on prend un réseau social, alors c'est vrai que c'est bateau comme exemple dans le domaine de l'entrepreneuriat, mais des réseaux sociaux, il y en avait avant Facebook. Et donc, avoir l'idée d'un réseau social, c'était pas novateur. Ce sont les actions que Mark Zuckerberg et d'autres ont mis en place qui font qu'aujourd'hui, Facebook est un des plus grands réseaux sociaux au monde, social au monde. Google, pareil, Euh, hein, Google, il y avait Yahoo avant, hein. Il y avait Yahoo, exactement. Bing, Il y Bing avait, même, je pense, était. Et voilà, ils ont eu. Alors, comme je dis, c'est pas toujours le truc d'être le premier, mais d'être le meilleur dans le sens où ce qu'on apporte touche vraiment plus les gens. Donc, ouais, ouais, je te rejoins totalement là-dessus. Et donc, tu as un livre comme ça qui a changé ta vie. ouais. Il y a la vision de toute façon que vous avez de cette idée fera que vous la ferez différemment et ça on en revient aussi à ce qu'on a échangé tout à l'heure. Je te laisserai mettre le lien de l'interview qu'on a fait ensemble, comme ça ceux qui veulent aller voir, ils pourront aller Avec voir. grand Je prends plaisir. juste le bouquin, il est juste là. Mais je me réjouis de Alors, savoir ce que c'est. J'ai pas retenu. alors, en fait, ce qui se passe, je vais juste partager une illustration euh, de Denis, justement, qui est représentatif, et vous allez comprendre pourquoi je partage ce bouquin-là et pas un autre. Laisse-moi juste 2 secondes. Je prends juste ça. L'interview va faire 3 heures, mais ça, c'était risqué, tu vois. Alors, ici. Allez. Bon. Ça, c'est toujours quand tu as besoin du truc, tu vois, tu le trouves pas. C'est Effectivement, ça. toujours comme ça. Euh, bref, je ne le trouve pas, c'est pas grave. En fait, c'est une illustration qui démontre l'importance des déclics. Ah, voilà, ici. Donc, en fait, tout démarre d'un déclic. Du déclic vient la prise de décision, puis il y a la notion d'engagement qui est en lien avec la motivation dont on parlait tout à l'heure, et ce qui amène à passer à l'action et à obtenir des résultats. Et en fait, pour moi, ce bouquin, ça a été un déclic qui m'a été offert par mon maître de stage en 2008, et ça s'appelle Réveiller le millionnaire qui est en vous. Et pour information, c'est l'original, quoi. C'est celui que j'ai eu en 2008. On voit qu'il est corné et de compagnie, parce que je l'ai lu plusieurs fois. Et en fait, ce livre est génial parce que moi, en tout cas, il a initié en moi cette envie d'entreprendre ma vie. Donc, c'est-à-dire, oui, j'y ai vu une manière de devenir riche financièrement parce qu'il y a de la théorie, etc. Mais j'y ai surtout vu une manière de devenir riche humainement. Et c'est ce qui a initié en moi le déclic. Alors, je dis pas que ça va initier le même déclic chez vous. On peut avoir des déclics tous les jours avec une rencontre, avec un truc qu'on voit, etc. Mais vraiment, donc je remercie Christophe, si tu nous regardes, c'est mon maître de stage chez Nostalgie à l'époque, la radio. Il m'a offert ce bouquin et en fait, dedans, ce qui est génial, bon, c'est plus le cas dans les nouvelles éditions malheureusement, mais en fait, c'est que tu as 2 parties. Là, tu vois, il y a même des notes. En fait, il y a 2 parties. Je vais essayer de prendre une où c'est vraiment visible. Voilà. En fait, tu as la partie gauche où c'est de la théorie, et ouais, la partie gauche où c'est de la théorie, la partie droite où c'est un roman qui est parfois illustré. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu as la théorie qui est partagée, qui est aussi romancée. Et l'histoire, c'est quoi? Ben, tout simplement, c'est une femme qui perd la garde de ses enfants suite à la mort de son mari.
Et en fait, elle vient d'une famille, on va dire, pauvre. Son mari vient d'une famille riche. Il avait décidé d'épouser cette femme parce qu'il l'aimait. Malheureusement, il meurt et donc en fait, la garde des enfants est donnée aux parents qui sont riches, qui savent se payer des bons avocats, etc. Et en fait, elle perd tout du jour au lendemain. Elle perd son mari, elle perd la garde de ses enfants, elle se retrouve truc. Et alors, bon, c'est romancé évidemment, mais à un moment donné, elle va voir les parents et elle dit qu'est-ce qu'il vous faudrait pour que je puisse récupérer mes enfants. Et là, les beaux-parents disent faudrait que vous soyez millionnaire. Et donc là, elle se dit ok, je vais devenir millionnaire. Alors ça se passe pas aussi facilement que ça. Elle rencontre une mentor qui qui est millionnaire et qui accepte de la prendre sous son aile. Voilà, je vous Ah, laisse la super. suite hein, Bah, parce que écoute, sinon je vais tout raconter. on mettra le lien de ce Et livre aussi en description. Mais yes, ouais, franchement, c'est moi original ça la façon. m'a. J'ai jamais vu un livre comme ça qui faisait moitié romance, moitié théorie. Donc ça a l'air vraiment, Yes. Et vraiment ça prend sympa. la partie côté droit, côté gauche du cerveau. Maintenant, ce qui est dommage, c'est que dans la nouvelle version, parce que je l'ai vu, je l'ai offert, je l'offre pas mal à mes clients. Et en fait, la nouvelle version, ils ont séparé en fait en deux Ok. parties le bouquin, quoi. Donc ils ont la partie roman et la partie, ce qui est peut-être plus facile pour lire, mais du coup, il n'y a pas ce côté On assimile où t'as directement. la. Ouais, c'est ça. Mais bon, voilà, comme ça, vous Bah, savez. écoute, Et franchement, j'avais envie de partager ça parce que je sais pas si ça fera un déclic chez quelqu'un. Donc, si jamais ça vous fait un déclic, n'hésitez pas à m'écrire un jour. Ça me ferait trop drôle d'avoir quelqu'un d'autre qui a vécu un déclic grâce à ce bouquin. Mais voilà, c'est ce que j'avais envie de partager pour terminer. eh ben, écoute, c'est super. Bah, écoute, grand merci pour cet échange. Je pense qu'effectivement, on pourrait parler encore des heures et des heures. Et je pense qu'on refera ça de temps en temps, hein. Je pense que c'est toujours sympa d'avoir des thématiques comme ça et qu'on pourrait même repartager si on le souhaite. Moi, je te remercie. Je te souhaite une bonne fin de journée, plein de bonheur dans ton business, que ça continue. Et je suis très persuadé qu'on va se revoir très, très prochainement. Yes, merci à toi, merci à vous qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Merci Lucas. Alors, moi, je n'ai pas de phrase de clôture. Je te dirai juste à très vite. Allez, salut! Ciao.